Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de The Tube Clinic. Aujourd'hui, je vous propose de restaurer et de modifier un appareil que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Cette grosse caisse martelée grise avec ses boutons bien spécifiques, ce galvanomètre avec ce réglage de tension secteur avec la flèche du milieu et la fameuse tête de mort, je pense que vous aurez aisément reconnu un des amplis français mythiques de la sonorisation des années 50, 60, 70, fabriqué à Montauban par monsieur Paul Bouillet. J'ai nommé le Bouillet ST30. C'est un ampli que l'on trouvait avec ses petits frères et ses grands frères un peu partout. Dans les bals populaires, dans certains cinémas. On les trouvait également bien beaucoup dans les églises, dans les comités des fêtes. Ils ont même sévi à la SNCF. Il s'agit d'un appareil professionnel destiné au public adresse, fabriqué de manière très robuste, où la solidité a été privilégiée à peu près partout. Le ST30 est un moyen de gamme. Il y avait en dessous, alors je ne parlerai pas des petits amplificateurs qui étaient conçus pour fonctionner sur les batteries de voitures pour faire de la publicité, mais la gamme se composait principalement d'un ST10 qui était équipé d'une 6L6 en sortie, d'un ST20 lui aussi équipé de deux 6L6 mais faisant la moitié de la profondeur de caisse du ST30, donc le 30 watts, et d'un ST75 équipé lui de 4 6L6. Il y a bien entendu eu diverses variantes. On trouve beaucoup encore de ces amplis. Les prix montent d'une manière déraisonnable puisque c'est des appareils qui valaient à peu près rien jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à temps que certains guitaristes s'en emparent, et notamment également pour la basse. Alors j'ai un sérieux doute que ça soit vraiment si bien que ça pour tout ça. Cependant, il y a eu toute une mode autour de ces amplis et les prix ont flambé. Moi, j'ai envie de voir si on peut faire quelque chose de cet ampli qui avait plutôt une réputation d'appareil médiocre. Il faut bien reconnaître, alors je ne suis pas sûr qu'elle soit justifiée, hein, mais une réputation d'appareil médiocre, qui avait du souffle, qui ronflait, qui avait plein de défauts. Et si on peut en faire peut-être un ampli beaucoup plus hi-fi et qui serait extrêmement agréable à écouter sur un système audiophile. Alors, nous allons regarder un peu ce dont nous disposons au niveau des entrées, des sorties et des fonctionnalités. Sur le côté gauche de l'appareil, nous voyons un cordon secteur qui a été sévèrement bricolé. Je vous montre à l'intérieur. Voilà, on a du fil du Chatterton, tout un tas de choses. Vraisemblablement, il y avait une prise mâle pour le secteur et certainement un fusible. Tout ceci a disparu, vraisemblablement cassé. Devant, nous avons, alors j'essaie de faire le point, voilà, la sortie haut-parleur. Alors nous sommes en sono, donc il y a une Uni 100 volts pour mettre de multiples haut-parleurs au poteau téléphonique et sonoriser la kermesse du village. Il y a une sortie 500, une sortie 250 ohms, mais ce qui nous intéresse plus, nous voyons que nous avons un enroulement pour 4, 8 et 15, donc 16 ohms. Donc déjà, nous avons les bonnes impédances pour des enceintes modernes. Je reviens rapidement sur la mise en route et le survolteur-dévolteur avec ce célèbre petit galvanomètre à tête de mort sur la droite. Vous l'apercevez, je pense. Voilà, oula, c'est difficile de faire le point. Voilà. Qui permet de régler la tension précisément. Il faut que l'aiguille de ce galvanomètre soit sur la flèche du milieu et logiquement, l'appareil est bien réglé. Ensuite, nous avons en bas deux entrées microphones. Voilà peut-être une raison de la réputation de souffle de ces appareils. Les entrées micro à l'époque soufflaient souvent sur du matériel, on va dire, lambda, qui n'était pas du extrêmement haut de gamme. Au-dessus, nous avons un volume pour une entrée pick-up, donc vraisemblablement assez proche d'une entrée ligne, ça va être à voir. Et voilà, nous avons un grave aigu que vous voyez ici, que moi j'aurais tendance à appeler un tout ou rien. C'est en général, soit on a trop d'aigus, soit on a trop de grave, et on a rarement quelque chose de très équilibré au milieu. Donc on verra si on peut se débarrasser de tout ça. Sur le côté droit, nous avons, voilà, un fusible
haute tension et des entrées micro-paroles de micro-musique et entrées pick-up. Donc des entrées qui sont en fiche banane, évidemment pas du tout aux normes. Cet appareil a connu des jours bien meilleurs et nous le voyons à l'intérieur. Alors je vous passe les quelques toiles d'araignée qu'on ne verra peut-être pas. Nous voyons qu'il n'y a quasiment plus un tube. Un gros transformateur d'alimentation qui a eu bien chaud, hein. Il a bien gondolé, il a eu de l'humidité, il y a de la rouille, il y a un peu de tout. Ça ne m'inquiète pas plus que ça sur un bouillet, ce sont des amplis vraiment très solides. La place pour les deux 6L6, vu les tensions, ce serait pas mal de mettre des GC, parce qu'il y a beaucoup, d'après le schéma. Un petit transformateur de sortie, qui est pas si gros, mais qui a priori n'est pas si mal. J'ai retrouvé des calculs de bande passante de ces amplis. Et ce qui est annoncé, il faudra vérifier, franchement, n'est pas calamiteux. C'est pas de la grande hi-fi, bien entendu, hein. Bouillet a fabriqué un amplificateur sur la base de son ST20, donc la version d'en dessous, qui s'appelait le Fidex, qui était équipé, lui, à cet endroit-là, d'un transformateur Miller U. Voilà, on a un redressement d'alimentation à lampe également, en l'occurrence une GZ34. Des condensateurs d'époque, voilà, qui sont là, qui sont des condensateurs montés en double pour tenir plus de tension, parce qu'il y a des fortes tensions dans ces appareils-là. On a, chose très prudente, l'alimentation pour une éventuelle platine 10 qui se mettait dessus. Donc là, quand l'ampli est branché, vous avez du courant électrique. L'entrée de la même platine 10 qu'ici. Et le système de lampes d'entrée micro et de déphaseur sur un circuit imprimé. Et je retourne l'appareil. Un circuit imprimé donc où nous voyons les tubes indiqués. EF86, 12AX7, 2 fois EF86. On remarquera que le F86 d'attaque est monté en triode. Donc ça peut être intéressant pour la hi-fi, ça peut même être plus qu'intéressant. Et le déphasage se fait sur transformateur déphaseur. Et intéressant ou pas, on va voir ça. Les résistances, bien entendu, sont plutôt hors d'âge. C'est des grosses résistances au carbone. Il faut s'attendre à ce que ça ait pas mal varié. Et ce que nous allons faire au début, alors on aperçoit là, voilà, je ne le retournerai pas une deuxième fois, mais voilà. Les magnifiques capas de bypass de cathode. Bon, on a déjà vu mieux, c'est très fatigué. De surcroît, il y a une polarisation commune aux deux tubes. Moi, je pense que je changerai ça pour un meilleur équilibrage. Voilà, c'est à réfléchir. Première chose à faire, nous allons éditer et travailler un petit peu sur le schéma qui se trouve un peu partout. En l'occurrence, bon là c'est le schéma d'un ST30 cinéma fait pour Debris, parce que ça a servi aussi à ça. En fait, le circuit, à part les cellules cinéma que je n'ai pas sur l'ampli que je vous ai montré, est exactement le même. Donc, je me suis livré à quelques réflexions et on va appliquer diverses solutions et diverses modifications pour voir si elles sont pertinentes. Première chose à faire, nous allons déjà essayer de redémarrer cet ampli tel qu'il est. Je vais donc essayer de redémarrer l'ampli. J'ai remis une paire du CL6 piochées au fond d'une boîte elles ne sont pas mortes, mais je ne sais pas trop ce qu'elles valent, on va dire, et elles ne sont pas identiques, mais ce sont des CL6 GC, ça devrait aller. J'ai remis une 12AX7 à sa place, j'ai laissé le F86, j'ai retiré les deux EF86 de devant puisqu'il s'agit des entrées microphones. J'ai branché en banane un tuner sur l'entrée et un haut-parleur sur la sortie. Et première chose à faire, je vais mettre en route sans la redresseuse, de façon à ce qu'il n'y ait pas de haute tension, parce que je ne connais pas trop l'état des condensateurs. Je pense que l'ampli fonctionne quand même. Et on va regarder, hop, ah, il s'allume. Voilà la fameuse aiguille dont je vous parlais. Nous ne sommes pas loin du bon réglage. C'est bien un 220 volts, donc pas de souci. Et l'appareil, a priori, n'est pas endommagé. C'est déjà plutôt une bonne chose. Je vais donc le rééteindre. Je vais lui installer une redresseuse. Alors, bien entendu, ce n'est pas une GZ34. Pour l'essai, je suis dévolté, je vous le rappelle, donc ça n'a pas grande importance. J'ai mis une vieille 5R4 qui traînait dans mes stocks et je vais rallumer, voir ce qui se passe. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Pas de bruit suspect.
On va voir ce qui se passe autrement. Et voilà, le souffle arrive, donc l'ampli fonctionne. Alors, je vais essayer de vous faire écouter. Voilà, je ne sais pas si ce sera très audible, mais on entend bien non seulement du souffle, mais en plus un buzz de masse. Voilà, qui ressemble bien à ce que font ces amplis d'habitude. Nous allons voir si, par-dessus ce bruit de fond, nous avons tout de même du son. Ah voilà. Je pense que vous entendez peut-être. C'est le correcteur de tonalité qui pose des problèmes, puisque quand on pousse l'aigu au maximum, bon, on coupe tous les graves, on n'a plus grand-chose. Et quand on le remet de l'autre côté, on n'a plus de souffle, mais on a plus de ronflettes. Donc on a un problème vraisemblablement sur le correcteur grave aigu, et vu qu'il est appelé à partir, ce n'est pas grave. Voyons voir un peu ce qui se passe. Dans l'œuvre que vous avez mis aujourd'hui en musique. Alors vous avez choisi aussi la musique de Reinhard Kaiser, un compositeur allemand un peu inconnu et pourtant contemporain de Jean-Sébastien Bach, un génie, peut-être le premier inventeur, on va dire, de l'opéra. Alors voici... Eh bien, l'ampli fonctionne, et en toute honnêteté, si on fait abstraction du bruit de fond et du correcteur grave aigu qui est très loin d'être parfait, ce n'est pas si mal que ça. On pourrait même dire qu'il y a une belle réserve de puissance, les 30 watts doivent bien être là. Nous allons donc voir maintenant s'il est possible d'améliorer cet ampli et d'en faire un amplificateur décent pour une écoute audiophile quotidienne. J'ai dans l'idée d'utiliser directement le F86 en triode via ensuite le transfo déphaseur bien entendu pour attaquer l'ampli de la manière la plus linéaire possible. Cependant, les potentiomètres présents sont des 2 MΩ 2 ou 500 kΩ, ce qui est beaucoup trop pour le schéma que je veux monter. Donc je vais tout d'abord démonter voilà, un potentiomètre, puis le retirer. Voilà, pour mettre une valeur inférieure. En l'occurrence, je vais mettre un s'il rentre. Et non, si, c'est juste que j'ai laissé. Voilà. A priori. Voilà, ce sera bien mieux ainsi. Donc, je récupère voilà, l'écrou de potentiomètre que j'ai fait tomber. Je vais le remonter sur le potentiomètre. Alors, bien entendu, j'ai tout tiré d'un schéma. Donc, je vais également faire des expérimentations avant la mesure. Je vais déjà faire sonner cet ampli convenablement, si j'y arrive. Et une fois qu'il sonnera bien, il sera temps de passer tout ce petit monde-là à la mesure pour valider les modifications faites et les améliorer encore le cas échéant. Voilà, nous voici avec un potentiomètre de volume d'une valeur beaucoup plus raisonnable. Il va falloir maintenant le recabler. Je câble l'entrée, pour l'instant je la laisse sur les fiches bananes. Je me contente de voilà, retirer ça. Je la laisse sur les fiches bananes dans l'immédiat. Bien entendu, je recablerai une fiche RCA propre dès que le schéma fonctionnera et sera validé. Alors, la masse ici, voilà qui est fait. La voix ici. Alors, compliqué. Voilà. L'autre bout du câble ici. Qui va donc parfaitement faire l'affaire. Voilà, un petit câble blindé qui va permettre
de câbler une entrée beaucoup plus propre que ce qu'il y avait à l'origine. Voilà. Et voilà. Donc, l'entrée sur le potentiomètre, puis hop, la masse. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à se livrer un petit essai pour valider si le choix de branchement est bon avant de continuer. Nous allons tester le système qui semble déjà faire beaucoup moins de bruit. Il reste un fond de ronflement, il n'y a plus de sifflement de masse. Il faut avouer que les condensateurs sont encore d'origine, que le schéma n'est pas fini et que les résistances et les composants sont très anciens. Mais d'ores et déjà, nous avons cela. Ce qui est plutôt très honnête pour un début. Maintenant, il ne reste plus qu'à continuer. Je continue la modification du bouillet. Il y a des valeurs de résistance qui ne me conviennent pas. La majorité des résistances sont de surcroît des résistances à couche carbone que je vais remplacer par des plus modernes, des plus justes surtout. Je n'ai pas encore changé le filtrage qui va, là où c'est possible en tout cas, augmenter pour assurer un meilleur silence de fonctionnement. La capa de liaison me plaît pas non plus. On a vu déjà dans certaines vidéos que ces séries-là de chez Capamil n'étaient pas toujours très bonnes et pouvaient causer des soucis. Je vais également supprimer tout le schéma qui ne me sert à rien dans l'immédiat. Donc, eh bien, c'est parti pour quelques modifs. Je vais déjà retirer, voilà, tout le câblage inutile. Et ça va faire un peu de place. Voilà. Les entrées microphones qui évidemment sont appelées à partir. Voilà. Alors les soudures, évidemment. Ne sont pas forcément merveilleuses. Il faut faire attention sur un vieux circuit imprimé comme ça, à ne pas l'endommager en changeant les composants. Mais dans l'ensemble, voilà, ça va permettre de voir un peu plus clair et de supprimer tout ce qui sert à rien. Alors, à commencer aussi par ici. Voilà, alors vous avez un gros plan sur mes mains, je suis désolé, mais la caisse du bouillet est relativement étroite et haute, donc c'est pas l'idéal pour effectivement voilà, faire des longs plans vidéo, puisque de toute façon on ne voit rien, faut bien reconnaître.
Malheureusement, il est assez difficile de vous montrer chaque modification de composants sur le circuit, puisque eh bien, la conception du bouillet rend la vidéo franchement très très difficile. J'ai changé quelques composants, j'ai remplacé notamment la capa de liaison de 47 nano qui était ici, que vous voyez là. Une capa 1000, j'avoue que j'aime pas beaucoup cette marque-là. J'en ai souvent eu qui sonnaient non seulement pas super, mais qui pouvaient créer des soucis dans les amplis. Je ne l'ai même pas vérifié. Je l'ai changé parce que je voulais changer la valeur. Je suis passé à une K75 d'origine soviétique que j'ai augmenté un tout petit peu. Et déjà, vous allez voir, c'est pas mal quand même. J'ai commencé également à changer les résistances carbone. J'ai changé la résistance d'entrée, de grille, qui relie donc la grille à la masse. J'ai changé la valeur également. Je vais me débarrasser également de tout ce qui sert à rien, y compris au niveau de la haute tension. Et je vais changer maintenant également les résistances de haute tension. Alors d'ores et déjà, le seuil de bruit de fond a bien diminué. Bien diminué. Cependant, je vais changer, entre autres, vous allez voir ici, je pense... Alors, attendez. Hop, je débranche pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Ces 100 kg là au carbone qui sont sur le rail d'alim de l'ampli. J'avoue que j'aime pas beaucoup ça. Et donc, je vais les remplacer en grande partie. En gardant évidemment que celles qui me sont utiles. Je vais regarder sur le schéma. Mais je pense qu'une partie... Voilà, du rail de haute tension qui concerne la 12AX7 va pas m'intéresser, à savoir, enfin les premières EF86 micro, à savoir celui-là. Là, qui doit être un 2 fois, voyons voir. Le schéma dans le bon sens, c'est toujours mieux, qui doit être un 2 fois 12 micro. Voilà, je pense que celui-ci va pouvoir s'en aller. Je vais remplacer les résistances ici tout de même. On voit, chose intelligente, un beau fusible haute tension ici qui protège l'ampli. Je vais retirer également ce fil-là sur la prise mâle qui était l'alimentation d'une éventuelle platine disque et qui est simplement un danger public. Donc on va le supprimer tout de suite. Ce sera fait, on ne va plus en parler. Ça évitera les électrocutions ultérieures. Voilà, avec ici, tout est verni évidemment. Ça, le contraire eût été surprenant. Donc, je pense que je vais peut-être pas chercher trop. Je regarde si je trouve. Je vais essayer de dessouder ça proprement, mais c'est peut-être bien pas gagné tout à fait. Alors, il y en a un ici. Ah, on a un peu de résistance, évidemment. Hop, et de 1. Et le second va ici. Voilà. Ah, je vais y arriver, je pense. Peut-être. Voilà. Hop. Un danger éliminé. Ma soudure est bonne, rien n'a bougé. Bon, les 100 kilos maintenant. Je vais repiocher dans ma boîte de 100K et je vais voir. Voyons. Alors, une grosse résistance ici. Voilà, que je vais bien entendu remplacer immédiatement. Alors, je vais juste mettre un peu. Cette manie de mettre du vernis, ça a été effectivement quelque chose de très intéressant pour bouiller à l'époque, puisque ça permettait d'assurer que les amplis dureraient très longtemps. C'est un tout petit peu moins drôle quand il s'agit de réintervenir dedans ensuite. Parce que, comme vous pouvez le constater,
Voilà, ça rend les choses un peu plus, voilà, un peu plus difficiles. Hop. Alors, voilà, je soulève ma résistance. J'ai vu qu'il y avait un peu d'étain qui avait coulé là. Voilà, on ne laisse jamais rien, c'est pas utile, hein. On va essayer d'éviter de provoquer des courts-circuits indésirables. Alors, on va remettre une 100 kg. Que voilà, à l'instant. Viens ici, toi. Ah, on va faire bien attention à ce qui peut couler. Nous voici assurés de ce côté-là. Et on va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Alors, 1, 2. Alors, on va essayer de la mettre un peu droite quand même, ce serait bien. Je vais la surélever un peu par rapport au châssis, de façon à pouvoir, voilà. Hop là. Ah, voilà, l'adresse de ma part. Et voilà qui est fait. Voilà, rien ne bougera de ce côté-là. On est bon. On va retirer celle-ci, toujours une 100 kg. Qui va aller entre ici et là. Voilà, alors il me faut, je dis, une pince coupante. J'ai grandement simplifié le schéma d'entrée, je n'ai bien entendu pas fini, il reste du ronflement. Les choses se sont quand même pas mal améliorées par l'adjonction de résistance neuve. Il reste la polarisation de l'EF86, la polarisation des 6L6, le filtrage d'alimentation qui va être amélioré. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé simplement en coupant les composants pour l'instant à démonter ce qui ne servait rien sur la carte. Et pour le moment, c'est plutôt sympathique. Le musée d'art moderne et l'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique et musique, dont Pierre Boulez se voit confier la direction et qui ouvre ses portes à l'automne 1977. En parallèle, Boulez fonde l'ensemble intercontemporain, une formation instrumentale de 31 musiciens solistes qui se consacrent à l'interprétation et à la diffusion de la musique actuelle et du XXe siècle. J'ai procédé au remplacement en dessous et de manière provisoire pour le moment des condensateurs d'alimentation. Il reste un fond de bruit de fond. Je voudrais également remplacer, voilà, toutes les résistances carbone que l'on voit ici qui sont autour de l'EF86 et qui ont varié pour la majorité, plus la
la capa de bypass de cathode de l'EF86 qui est très douteuse. Donc je vais m'attaquer à cela et je vous retrouve ensuite. Les composants autour de l'EF86 sont maintenant remplacés. J'ai déplacé sur le dessous du circuit imprimé la résistance de contre-réaction de 10 kΩ que je me réserve le droit peut-être de modifier ensuite. Je n'ai pas encore attaqué l'étage D6L6 où l'on voit ce condensateur de polarisation extrêmement douteux et fatigué, donc qui va être éjecté dans pas longtemps. Je ferai peut-être également quelques autres modifs, mais d'ores et déjà, une sarabande dans laquelle l'esthétique française baroque fusionne avec celle de son compositeur Manuel Maria Ponce, un extrait de la suite en la mineur qui est en fait un pastiche, une sorte de supercherie néo-baroque commandée par Ségovia en 1929. Ce dernier a voulu faire croire au public que c'était la musique du luthiste Silvius Leopold Weiss alors que ses notes ont été entièrement... Le résultat est déjà plus que sympathique. Je vais continuer pour améliorer encore. Il reste un petit bruit de fond. Alors, j'ai remplacé rapidement les condensateurs, comme je vous avais dit, par des modèles axiaux. Donc, voilà, c'est un remplacement pour les tests. Je remplacerai très vraisemblablement tout ça par des capas bouteilles de nouveau. Ou pas, d'ailleurs, je vais voir. Ça va dépendre un peu du résultat. Et je vous retrouve une fois le reste modifié. Il est temps maintenant de passer sur les lampes de puissance. J'ai remarqué au passage, voilà, un défaut de la résistance de polarisation qui m'est resté dans les mains immédiatement. La capa, bien entendu, en très triste état, que je vais donc m'empresser de remplacer. Voilà. Alors. Ça qui va être très bien. Il s'agit de faire particulièrement attention. Évidemment, il va m'agacer. Hop. Nous y voici. Hop. Et donc, ici. Donc, elle va aller ici, elle. Voilà. Voilà qui est fait. Et je remarque ici tout de même la résistance qui est cassée. Je vais voir si je peux la réparer. J'ai dans l'idée de changer le système de polarisation en mettant une résistance par tube. Pour l'instant, je répare le système existant pour essai. Et je pense que ça va me donner un peu de fil à retordre. Voyons voir. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Et on remarque hop, voilà, un fil qui était resté jamais coupé
d'origine et qui pendouillait dedans. On va le retirer, c'est mieux. Voilà. Il y a diverses choses, notamment, voilà, une capa, une résistance ici, qui, d'après mon schéma, évite l'oscillation. Alors en sono, moi je veux bien. Je pense pas que cet ampli oscille plus que ça. Pour l'instant, je vais prendre le pari de les retirer. Peut-être. Allez, viens là. Si j'y arrive. Voilà. Il faut faire très attention au capa de 470 picofarad. 470 picofarad et résistance de 4,7 kg que voici, qui est... Voilà. Les deux sont reliés ensemble. Pour l'instant, je vais retirer ça. Voilà. De toute façon, voilà, les capas de ce type-là sont plutôt peu fiables au vieillissement. Donc, on va les retirer de toute manière. Si je remets quelque chose parce que l'ampli oscille, j'en remettrai une neuve. Voilà. Et voilà, ça c'est parti. On a encore des 5,6 kg sur les 6L6, toujours pour des raisons d'oscillation. Pour l'instant, je vais les laisser. Et on va pouvoir voir ce qui se passe au redémarrage. Première constatation, l'amplificateur est devenu très silencieux. Là, je pense que le but est atteint. On a peu de bruit. Le son est plutôt excellent. Et je pense que dans l'ensemble, tout se passe de mieux en mieux et on va arriver à quelque chose de très très bien avec cet appareil. L'amplificateur est maintenant raccordé au MV1 et je vous laisse écouter le résultat. Et bien entendu, il s'agit que d'un appareil monophonique. On aperçoit, hop, ici, son petit frère, enfin un de ses petits frères, qui attend d'être modifié également. Et voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo. La qualité ne sera pas géniale, le châssis ne se prête pas tellement à filmer eh bien, tout ce qui a pu être fait sur cet ampli. Cependant, eh bien, vu les résultats, je pense que je vais en faire pas mal. C'est un beau projet qui peut permettre de proposer bien rapidement des amplis d'une puissance acceptable, parce qu'il ne fera plus tout à fait 30 watts. Hein. La simplification du circuit lui aura certainement fait perdre quelques watts au passage. Mais une fois que tout sera mesuré, vérifié, passé à l'oscillo, etc., et que le schéma sera validé, je pense que j'en ferai quelques-uns, ce qui permettra d'offrir à certains de mes clients des amplificateurs d'une puissance confortable pour pas trop cher, puisque voilà, ce sont quand même des amplis de sono à la base qui ne s'achètent pas une fortune. Je vous remercie de m'avoir suivi, même si les conditions de cette vidéo auront été sans doute plus chaotiques que d'habitude. Je vous invite à vous abonner
à la chaîne The Tube Clinic et à cliquer sur la petite cloche pour évidemment être tenu par notification au courant de toutes les nouveautés. À très bientôt!